Salut tout le monde. Bon, ça me fait plaisir de pouvoir échanger unilatéralement avec vous. Donc je remercie déjà tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu, à savoir à me poser des questions, que je vais répondre dans la majorité. Donc j'ai récolté toutes vos questions. Alors que ce soit aussi bien sur mon Facebook que sur la page de Road Trip Moto France-Europe et Reste du Monde, où là il y a eu pas mal de participants aussi. Donc, plus de 90 000 km et 54 pays traversés en 2 ans et 2 mois. Ça fait pas mal. Le point de situation. Je me trouve au Pérou, dans la ville de Chimbote, donc sur la côte de l'océan Pacifique Sud. Et j'ai dû quitter les lamas et les reliefs andins pour trouver une grande ville afin de commander des pièces pour mon tank. Ouais, parce que rude condition, c'était du costaud. Bon, j'ai pas cherché la petite bête, mais voilà, quand on stoppe des centaines de kilomètres dans des chemins très accidentés, ben voilà, ça vibre et puis ça peut casser. En effet, donc je dois changer des rayons de roue, rajouter une pièce que j'ai perdue pour le frein pied, c'est-à-dire au niveau du pied. Pour faire la liaison avec le frein du sidecar, il y a un élément qui tient 2 tiges. Et j'ai perdu cet élément. Donc je vais le commander. J'ai une pièce qui tient l'une des barres transversales qui s'est cassée aussi. Donc il faut savoir, le sidecar, il y a la moto là et le sidecar ici. Donc il est tenu au niveau du châssis en bas. Et il y a 2 barres transversales qui maintiennent, alors je ne veux pas dire son équilibre, mais qui le maintient pour éviter que ça bouge trop comme ça. Donc la base de la barre a été cassée, donc j'ai commandé cette pièce. J'ai tout marqué, j'ai tout sur ma gauche là, c'est pour ça que je regarde de temps en temps à gauche. J'ai commandé aussi un garde-boue complet de la roue du panier car il a été endommagé par les vibrations, et un choc contre un tuk-tuk, donc là c'est littéralement fini. Donc à cause des vibrations, et comme il n'était pas monté sur cylindre bloc, donc il avait tendance à se fendre au milieu. Je l'ai soudé 3 fois en tout, mais ça repète. Et bon, là ça a bien pété suite au choc avec le tuk-tuk. Et ce choc aussi a cassé les plastiques avant du clignotant et de la veilleuse. Je vais commander aussi un nouveau cardan pour le 2 roues motrices. C'est vrai que je viens de le changer, mais malheureusement, donc le cardan pour la 2e roue motrice, côté pont, donc côté roue arrière de la moto, il est tenu par 2 boulons M8. Et apparemment, ces 2 boulons M8 sont sortis, j'ai pas vu. Et la pièce a travaillé autour du boulon principal. Et ça a bouffé tout l'intérieur du cardan. Donc j'en ai recommandé un. J'ai commandé aussi des rayons. Ça fait OK. OK. Ouais, ah bah tiens, un pouce. Allez-y, mettez des pouces. Tiens, je découvre en même temps que vous. C'est la première fois que je me filme avec mon Apple, là, mon MacBook. Donc j'ai perdu ces 2 vis qui a pété le cardan par la suite. Et sans mon 2 roues motrices, je ne peux pas continuer à rouler sur des chemins extrêmes. Donc j'ai dû quitter les reliefs, j'ai dû quitter les lamas pour trouver une ville, pour trouver un garage, pour trouver un endroit où mettre le sidecar le temps que je commande ces pièces. Et ça me permet d'avancer les vidéos, ça me permet de faire cette vidéo. C'est bien, ça va avancer. Alors, je prends ça à la cool, ça fait partie du voyage. Je ne suis pas du tout excité, énervé. J'ai réussi à bien négocier le prix de ma chambre d'hôtel. Il fait très chaud ici, la ville n'est pas super belle, Chimbote. Par contre, je suis face à la mer, face à des îles, et il y a plein de bateaux de pêcheurs qui sont magnifiques. Je vais vous envoyer quelques images, vous allez voir où je suis. Par contre, la ville est moche, bruyante, tous les taxis klaxonnent, ça c'est super pénible. Enfin voilà, on revient à nos questions. Alors il y en a qui n'ont pas tout suivi ou qui ont la flemme de suivre tous mes posts précédents ou mes vidéos, donc je vais répéter un peu. Pour les habitués, ça va être une répétition générale. Alors comment tout a commencé? Donc j'ai enfourché ma première moto à 14 ans, c'était une Honda MTX 50.
Elle avait de la gueule parce que tous mes potes avaient des mobylettes et moi j'avais cette moto qui avait un volume de 125. Et d'ailleurs, je crois que c'était le même cadre que la 125. Ensuite, donc à 18 ans, j'ai passé mon permis 125, puis mon permis gros cube. J'ai eu une Yamaha Ténéré 600. D'ailleurs, j'ai passé le permis gros cube avec celle-là. Une Suzuki RF 900. Une Aprilia RSV 1000R bicylindre. Ça, c'était de la balle. Cette moto, c'était de la balle. Il lui manquait juste 40 chevaux. Mais franchement, son comportement, comme ça, bicylindre qui tire sur les bras, un super bruit, une super gueule avec des morceaux carbone, le bras oscillant avec les soudures à l'italienne, franchement c'était magnifique. Et puis Honda CBR 1000 RR pour faire le bol d'or. J'ai eu aussi très longtemps un scooter Honda Integra 700. Alors pour moi c'est le meilleur scooter de sa génération. Grosse patate, silencieux, peu de consommation. Je crois que je tournais à 4 litres ou moins de 4 litres au 100 en envoyant tout le temps. Et c'est un scooter qui monte à 190 km/h. Et puis mes deux sidecars. Donc le premier, c'est un modèle 2017 et le modèle 2022. Alors pourquoi un sidecar rural ? L'idée de voyager avec mes deux filles était l'élément déclencheur. Avec 3 places, un pilote, une passagère moto derrière et une passagère dans le panier. La possibilité de charger des affaires dans le coffre et sur la roue de secours, avec une marche arrière et une deuxième roue motrice. L'Ural était l'engin de la situation. Rouler comme une moto avec mes deux amours, cheveux au vent, ça c'était le pied. D'emblée, j'ai remarqué que les gens que je croisais sur la route étaient très intrigués par la machine. Et beaucoup l'adoraient. C'est une machine qui déclenche les zygomatiques. Mon salaire a été ces milliers de sourires et de pouces levés. Tiens, on va le relever. Voilà, pouces levés. Mettez des pouces, les gars. Je découvre ce truc. Donc, mon salaire de ces milliers de sourires et de pouces levés que l'on déclenchait chez les jeunes et les aînés. Et toutes ces réactions positives sont les mêmes dans tous les pays. C'est vraiment génial. Donc on m'a posé la question, comment se comportent les gens à l'étranger avec ce véhicule. Alors, il est assez peu connu déjà en Europe, mais alors il est encore moins connu sur le continent américain. Donc tout le monde l'adore. Soit ils sont intrigués, ils ne connaissent pas, soit c'est des connaisseurs, et puis j'ai le droit à plein de questions, et c'est super sympa. Puis je suis tombé sur le site d'Hubert Kregel, je note le nom ici, qui a fait le tour du monde en sidecar rural de 2004 à 2018. Alors, à ma connaissance, ça a été le premier. Sauf que lui, il a commencé avec une moto BMW montée avec le panier Ural. Et par la suite, il a roulé 100% Ural. Et puis, j'ai toujours fait des sports d'endurance ou extrême. À chaque fois, j'ai repoussé mes limites. Être dans le dur déclenche chez moi une satisfaction qui me fait un très grand bien. 11 ans de rugby, chute libre, plongée sous-marine, marathon, triathlon, pentathlon militaire, balle trappe, tir à 300 mètres avec le FAS 57 et le FAS 90. Donc c'est des engins de l'armée suisse. Tir à l'arme de poing avec Glock, SIG, MP5. 2 rallyes Dakar et 2 bols d'or. J'ai terminé classé 1 Dakar et 1 bol d'or la même année en 2009. Un vrai petit couteau suisse. Mais le Dakar, c'est costaud. Hein. Je crois que c'est le truc le plus costaud que j'ai fait. J'ai traversé les Alpes en hiver depuis Genève, en Suisse, jusqu'en Autriche, sac à dos. J'ai marché 2000 km sac à dos en 63 jours de Genève à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc vous comprenez que j'aime l'effort et le dépassement de soi. C'était décidé. Un tour du monde au guidon de mon engin russe serait prochainement le défi à l'image de mon mentor Hubert Kregel. Donc j'ai pas hésité. Hein. Pour ce faire, j'ai dû changer de vie. On me pose la question, mais comment t'as fait? Alors j'ai changé de vie complètement. J'ai arrêté de bosser, je me suis débarrassé de tous mes biens, donc j'ai vendu appartement, voiture, enfin bref, tout ce que j'avais. J'ai arrêté de travailler et l'argent de la vente va me permettre normalement de faire le tour du monde. J'estime à peu près à 10 ans
de voyage sur mes fonds propres. J'espère doubler la mise, donc encore 10 ans. Mais cela dépend des revenus YouTube. Pour l'instant, les revenus sont très modestes, environ 40 francs par mois pour 8 jours minimum de montage et 4 vidéos par mois. Je crois que c'est le pire travail avec le pire revenu que j'ai. Mais au bout de 10 ans, j'espère que je pourrai en vivre. Le jour où je n'aurai plus de ressources, aucun problème, je retourne travailler. Le travail n'est pas un problème, mais je préfère rouler, ça je vous assure. Hubert l'expliquait ainsi. Soit tu travailles 10 ans jusqu'à la retraite et tu finiras pauvre dans le sens pas riche, soit tu vends tout et tu peux voyager 10 ans et tu finiras pauvre. Entre les deux, je préfère voyager pour le même résultat. Au début, je voulais rouler en plaque suisse, mais en Suisse, nous avons l'obligation de payer notre assurance maladie. Elle s'appelle la LAMAL. Contrairement à la France, nous n'avons pas de sécurité sociale. Cette assurance me revenait à 500 francs suisses par mois, donc c'est à peu près pareil en dollars, soit 6 000 francs l'année. Ah ouais, c'est un budget. Une charge que je ne pouvais pas supporter. J'ai demandé une dérogation aux autorités helvétiques, étant donné que j'avais une couverture monde via l'assurance AVI, mais on me l'a refusé. Je me suis donc domicilié en France, et c'est pour ça que je roule avec une immatriculation française. Donc, ça me permet d'économiser 6 000 francs par an. Pour voyager au guidon de mon engin russe ou d'une moto, il faut un passeport, une carte grise, un permis de conduire international, donc il faut bien savoir qu'il est valable 3 ans, il faut le renouveler, obligatoire dans certains pays, bon pour l'instant on me l'a demandé qu'une fois. Une assurance monde pour les frais d'hospitalisation et de rapatriement en cas d'urgence. Pour l'Europe, la carte verte d'assurance, ça suffit, mais pour le reste du monde, la carte verte, elle ne marche pas. Donc il faut acheter son assurance responsabilité civile à la frontière dans la plupart des pays d'Amérique centrale et du Sud. Alors pour les USA et le Canada, il faut à l'avance acquérir une assurance via une agence que l'on trouve sur Internet. Ça, je vous laisse chercher. Google, assurance, etc. J'ai fait comme ça avec Mag et on avait trouvé. Bon, il faut téléphoner à 2-3 agences, mais on en a trouvé une aux États-Unis. Alors faites attention parce que, je vous avise, elle est très chère. C'est genre 1 500 $ pour 6 mois. Pour les pays d'Amérique du Sud, tels que la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, vous avez une seule assurance qui couvre ces pays-là. Ça s'appelle Mercosur. Ça s'affiche ici. Pour le Brésil et l'Équateur, il n'y a pas d'assurance responsabilité civile, donc ils ne vous demandent rien. Donc en gros, c'est à vos risques et périls. Pour le Mexique, la Colombie, le Venezuela, Guyana, le Suriname et tous les pays d'Amérique centrale, on l'achète à la frontière. Pour la Guyane française, la carte européenne est suffisante, donc pour les Français. Pour le Brésil et l'Équateur, il n'y a pas d'assurance RC, donc responsabilité civile obligatoire. À ma connaissance, on m'a posé la question, il n'y a pas d'assurance vol et dégâts matériels couvrant votre véhicule en dehors de l'Europe si vous venez de l'Europe. Donc, à moins de trouver une assurance chez Rothschild qui va vous coûter aussi cher que votre véhicule, il n'y en a pas. Donc, c'est pour votre pomme. Alors, évidemment, si vous faites rentrer dedans, c'est l'assurance de l'autre qui va devoir couvrir. Bon, vu l'état des bagnoles ici, je ne sais pas comment ils vont rembourser, si votre véhicule est cher. Donc, il faut aussi un carnet de passage pour certains pays. Alors, ça, je vous laisse taper sur Google « carnet de passage » pour savoir à quoi ça sert. Moi, jusqu'à présent, je n'en ai pas eu besoin. C'est vraiment certains pays qui le demandent. Mais pour l'instant, Europe de l'Est, Turquie, Géorgie, Arménie, Chypre, Grèce, et pour l'instant, le continent américain, de ce que j'ai fait, ils ne l'ont pas demandé. Et je ne crois pas que j'en aurais besoin jusqu'au sud. Il faut aussi un carnet de vaccination. Donc moi, en tout, j'ai fait 11 vaccins. Je peux aller partout. Je suis piqué de partout. J'ai eu aucun souci.
je suis pas anti-vax, je vais très bien. Le carnet de vaccination, il est obligatoire pour certains pays. Jusqu'à présent, seule la douane du Suriname me l'a contrôlé pour vérifier si j'étais vacciné contre la fièvre jaune. Alors je ne sais pas si c'est pour le Suriname de mémoire ou si c'est parce que j'allais rentrer en Guyane française. Mais en tout cas, par là, il vaut mieux l'avoir. Une carte de crédit débit via une banque en ligne dont les frais sont très bas, voire nuls. Je vous conseille d'en avoir deux. Généralement une Mastercard et puis une Visa, parce que suivant les endroits, ça ne marche pas. J'ai en plus ma carte bancaire classique. J'ai mon téléphone Android Samsung. J'ai deux caméras GoPro Hero 10. J'ai mon drone Mavic 3. Et j'ai mon ordinateur portable. C'est un Apple MacBook et son logiciel Final Cut pour faire les vidéos. Et j'ai des disques durs externes. Donc les disques durs externes, j'ai ça parce que déjà j'ai beaucoup de mémoire, mais je travaille exclusivement avec les disques durs externes. Donc brancher à l'ordinateur, ça évite que ce soit le disque de l'ordinateur qui travaille. Et ça permet de gagner en mémoire et en rapidité quand vous faites de la vidéo. C'est ce que j'ai lu, hein, mais apparemment ça marche. Alors mes affaires personnelles, là je vous détaille, hein. J'ai bien fait mon job. J'ai un jeans, j'ai un pantalon technique déperlant, donc style pantalon de montagne, 3 paires de chaussettes, 5 boxers, un maillot de bain et une serviette de plage, 5 t-shirts, un sweat, un pull, une veste coupe-vent et waterproof. Alors ça c'est la rouge, je roule des fois avec. Ça je vous le conseille, hein, il ne faut pas lésigner sur la qualité. Une paire de chaussures de montagne avec laquelle je roule et que je graisse souvent. Ça, c'est du cuir, c'est important, hein. Ah, mes pieds, là, je crois qu'avec la tête et les mains, c'est ce qui est le plus important. Une paire de tongs, bah ouais, hein, quand on a fini, même s'il fait froid, hein, quand vous êtes dans un bâtiment en tongs pour laisser respirer les pieds, c'est super. Une paire de baskets, si jamais mes chaussures de montagne sont trempées. Donc, je ne vais pas aller en tongs pour traverser la rue en plein hiver pour aller dans un restaurant. Pour les affaires d'hiver, donc vous avez un lien qui s'affiche ici sur ma vidéo que j'ai faite et qui explique tout mon équipement hiver. Hein, je ne vais pas revenir dessus. J'ai une trousse de toilette avec le minimum, donc j'ai une tondeuse pour la barbe, un rasoir, un savon, un blaireau, brosse à dents et dentifrice, gel douche. Le poids c'est l'ennemi, vous comprendrez à force de trimballer votre sac. Le poids c'est l'ennemi, donc le superflu. C'est simple, quand tu prends quelque chose et tu dis ça va peut-être me servir, eh ben t'en as pas besoin. Donc pose-toi la question. Préparation du sidecar. Donc là, toujours, le poids, c'est l'ennemi. Alors prochainement, je ferai une vidéo spéciale sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur un Ural pour un tour du monde ou pour un gros voyage. Donc je ne vais pas rentrer en matière là, mais je vais quand même vous préciser. En gros, j'ai sécurisé la bâche du panier pour éviter le vol d'opportunité à l'aide d'un câble et d'un cadenas. C'est juste parce que d'origine, les bâches de tonneau, enfin de panier, c'est sur élastique. Il y a juste des crochets et on tire l'élastique. Donc si vous êtes en train de discuter à la douane pendant 20 minutes et que quelqu'un juste enlève l'élastique, plonge la main et sort une chose qui vous appartient, j'appelle ça du vol d'opportunité. Tandis qu'avec le câble, il doit déjà avoir une scie à métaux, une pince coupante Monseigneur, c'est déjà pas trop discret. Là, j'ai ajouté des plaques de désensablement au cas où je suis vraiment coincé. Donc si jamais avec le deux roues motrices, le sable est vraiment trop mou, je peux quand même mettre des plaques. Des poignées chauffantes avec protège-main par pierre. Et j'ai installé des prises USB et 12 volts sur mon tableau de bord. Ainsi qu'un bouton pour enclencher les warnings. Ce système n'existe pas sur le modèle Ural d'origine. Et c'est très pratique pour la sécurité en cas de problème. J'ai eu un pépin une fois dans un tunnel en France.
Il n'y avait pas de voie de dégagement, il y avait 2 voies et j'ai failli me prendre un camion qui en doublait un autre, j'ai failli me le prendre. Parce que j'avais pas de clignotant. Enfin, oui, j'avais juste un clignotant, mais le mec il sait pas si je vais à droite ou à gauche. Tandis que là, il y a les 4 feux qui clignotaient. Ça, c'est une des choses très importantes à mettre sur un Ural. Il est fourni d'origine une trousse à outils conséquente dans le coffre du sidecar. Donc j'ai rajouté quelques outils tels que clé plate, douille à cliquet, marteau, petite scie à métaux. Bref, tout pour démonter mon tank. Concernant les pièces de rechange, j'ai avec moi tous les consommables, tels que plaquettes de frein, c'est-à-dire tout ce qui s'use. Plaquettes de frein, filtre à huile, filtre à air, joint de bouchon de vidange, câbles d'embrayage qui ont tendance à casser au niveau du levier et câbles d'accélérateur. Filtre à essence, roulement de roue, rayon de roue avec leur tête, un amortisseur neuf si jamais l'un des 5 casse, parce qu'il y en a 5, il y en a 2 sur l'avant de la moto, 2 sur l'arrière et puis 1 sur la roue du side. Un kit de joints, donc joint moteur, il y en a plusieurs, des bougies de rechange, j'ai les différentes huiles pour faire l'appoint, donc moteur, boîte de vitesse et pont, de la graisse, alors prenez de la graisse étanche à l'eau, et de la loctite. Bon, j'ai encore plein de petits trucs, mais je ne vais pas les mentionner, style scotch, etc. Alors la marque Ural préconise une vidange moteur tous les 5000 km. Et pour la boîte de vitesse et le pont, tous les 10 000. Moi, par sécurité, je fais les 3 vidanges tous les 5000 en même temps. Alors on m'a posé la question, l'argent liquide ou carte bancaire? Les deux. En règle générale, il faut toujours avoir du liquide sur soi. La monnaie du pays, bien sûr, mais prenez l'habitude d'avoir des dollars américains, surtout sur le continent américain. Je paie toujours avec ma carte sans frais pour éviter de passer mon temps dans les distributeurs de billets. Mais il y a des pays comme Cuba ou le Venezuela où il est obligatoire d'avoir tout en liquide sur vous car les distributeurs sont en panne, ou bien il est impossible d'obtenir auprès des banques des dollars américains. Ça, c'était l'horreur. Donc, avant d'entrer à Cuba ou au Venezuela, venez charger en dollars parce que extrêmement difficile, voire impossible de retirer des dollars sur place. À Cuba, vous avez des distributeurs de billets, mais de la monnaie locale. Et au Venezuela, si tu peux retirer, tu retires du style 20 balles par jour, mais 99,99% des distributeurs que j'ai vus, ils étaient hors service. On m'a demandé de raconter une journée type, donc la gestion au quotidien. Donc je me lève et déjeune généralement avec seulement des cafés noirs. Puis je roule entre 8 et 10 heures avec une ville-étape que j'ai choisie le matin même, d'après mes envies et les difficultés à franchir. Plus il y en a de difficultés, plus j'aime, évidemment. Ça, vous commencez à me connaître. Pour vous répondre, rien n'est planifié à l'avance car je n'ai pas le temps d'étudier les cartes et de faire des points GPX ou d'en récupérer. Je veux au plus simple. De toute façon, il est rare que je finisse dans la ville-étape choisie. J'ai la liberté de m'arrêter avant ou après selon mon rythme et mes envies. C'est pour cela que je ne réserve jamais à l'avance. Je n'ai pas envie d'être obligé ou de me forcer à quoi que ce soit. J'obéis à une seule règle, la direction. En ce moment, c'est tout sud. Et puis à force de discuter avec les autochtones, je dévie souvent car ils m'indiquent les chemins que je recherche. Et je ne connais pas la région, donc c'est bien de discuter. « Ah mais essaye ce chemin, il est pas mal, machin. » Donc finalement, au lieu d'aller tout droit, je fais comme ça, quoi. Je bois de l'eau pendant la journée ou du lait de coco, bien frais si j'en trouve. C'est la boisson, alors franchement c'est la boisson super désaltérante quand il fait chaud. J'ai pris l'habitude de ne manger que le soir. Je ne mange pas à midi car sinon en reprenant le guidon à cause de la digestion, j'ai tendance à m'endormir. Et ça c'est pas bon. Mon corps s'est habitué et j'ai une taille de mannequin maintenant, regarde, nickel. En fin d'après-midi, quand j'ai trouvé mon hébergement, je me pose
m'ouvre une bière et rédige mon post Facebook. Cela me prend environ 1 heure. Tout dépend du nombre de bières, évidemment. Puis je mange et dodo. Pour trouver un hébergement, eh bien, soit je passe devant par hasard, soit je le sélectionne via Google Maps. Je recherche en général un établissement avec parking fermé et restaurant. Si en plus il y a un spa et massage, je ne vais pas dire non. Hein. En Amérique du Sud et centrale, il faut compter à peu près entre 10 et 30 francs la nuit, avec petit déjeuner. Donc je parle en francs suisses, hein. C'est à peu près pareil en dollars. L'essence coûte en moyenne 1 franc le litre, 50 centimes au Venezuela. Ouais, c'est pas mal le Venezuela. Alors beaucoup de personnes disent que c'est difficile d'en trouver. Moi, j'ai jamais eu de problème. Il suffit de demander. Alors, il y en a beaucoup de fermés, hein, de stations-service, mais il suffit de demander et les gens vous indiquent. Et ce qui est génial, c'est que comme vous êtes en 2 roues ou en 3 roues, on est prioritaire. Donc s'il y a de la queue de voitures, on passe devant. L'hébergement toujours. Alors en hiver, c'est évidemment en hôtel. Hein. C'est clair qu'à moins 25, on va pas dormir dehors. Ou bien chez les gens qui m'invitent. Et j'ai souvent été invité. Alors quand il fait meilleur, et selon les lieux, j'ai tout pour dormir dehors. Donc j'ai un hamac, j'ai une tente, matelas, oreiller, sac de couchage, réchaud pour me faire à manger. Enfin bref, j'ai le petit kit pour faire ça dehors. Donc les moyens de communication. Donc comme je l'ai dit plus haut, j'ai mon téléphone, donc un Samsung, avec sa carte SIM de mon fournisseur. Je communique et l'utilise seulement avec de la Wi-Fi. Sinon, pour utiliser Google Maps en roulant, quand je cherche un lieu précis, c'est avec les datas. J'ai un lot de data par mois. Alors, ça c'est clair que j'aimerais beaucoup cette antenne satellite là, vendue par Elon Musk, pour envoyer mes films depuis les lieux où il n'y a pas de Wi-Fi ou très peu. Mais c'est cher, et puis non seulement c'est cher à l'achat, mais en plus on a un abonnement qui est assez coûteux. Et puis avec les moyens que j'ai mensuellement, je ne peux pas me le permettre. Et puis il paraît que la liste d'attente est longue et qu'on paye en avance et on n'est pas sûr d'en obtenir un. Alors comment je suis physiquement? Alors je suis en super forme. J'ai dû perdre 7 kilos avec mon régime actuel d'un repas par jour et j'ai perdu beaucoup musculairement du fait que je suis toujours assis sur ma selle. Je devrais faire de l'exercice, mais je n'ai pas le temps et j'ai la flemme. Quand je serai mieux rodé au niveau des montages vidéo, parce que là je perds du temps, je pense m'y mettre. Mais j'ai un livre à écrire, pour ceux qui m'ont demandé. Oui, oui. Alors, question sur le sidecar. En tout, sur mes 2 sidecars, j'ai roulé plus de 106 000 km. 50 000 avec mon modèle 2017, dont 35 000 en tour du monde, et 56 000 avec mon modèle 2022. Alors, celui-là, les kilomètres sont exclusivement dédiés au tour du monde. Pourquoi ai-je changé mon 2017 contre un 2022? Parce que son système d'injection via les écus, donc c'est une carte mère qui calcule, était désastreux et parce que je voulais avoir le même modèle que Mag, qui m'a accompagné du Canada jusqu'au Costa Rica. Voilà, on a parlé de Mag, donc on m'a posé la question, pourquoi Mag n'est plus avec toi? Parce que nous n'avions pas la même façon de piloter. Elle devait se forcer pour me suivre et je devais l'attendre pour que l'on reste ensemble. Ce n'était pas flagrant au Canada et aux USA car ce ne sont que des lignes droites, donc facile. Mais dès qu'on a attaqué le Mexique avec des chemins plus techniques, plus pentus, plus techniques, ça devenait, c'était plus un plaisir pour Mag. Et puis ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que je vais un jour continuer à rouler à 2? Alors je ne pense pas. J'ai commencé seul et je pense que je finirai seul. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais mon style de conduite et le chemin que je fréquente me poussent à rouler seul pour en profiter pleinement.
quand j'ai envie d'attaquer, quand j'ai envie d'arrêter, enfin bref, voilà. Je suis devenu peut-être vieux, mais comme le dit si bien mon pote Jim, quand j'ai envie de péter dans ma bagnole, je n'ai pas envie qu'on me les casse. Bravo Jim! Alors l'autonomie, pour mon modèle 2017, je tournais de mémoire à 7 litres, 7-8 litres au 100 km. Et avec mon modèle 2022, je tourne à 5,5 litres en moyenne au 100 km. Avec mon réservoir de la moto, donc qui fait 19 litres, je roule entre 330 et 360 km. En rajoutant mon jerrycan d'origine de 10 litres, j'assure en tout 500 km. Et j'ai en plus un sac spécial pour mettre de l'essence. Alors je ne sais plus s'il fait 10 litres ou 15 litres, mais je crois que c'est 15 litres. Lui, il m'assure avec les deux autres une autonomie de plus de 800 km. Donc je suis tranquille. En hiver, il faut doubler la consommation avec des températures inférieures à moins 20 degrés. Soit presque 10 litres au 100. Ouais, ça fait pas mal. Conduite en altitude. Alors, à partir de 2500 mètres d'altitude, on subit une légère baisse de puissance qui est négligeable sur le plat. Dès 3500 mètres, ça devient difficile dans les fortes montées. Il faut penser à faire des pauses pour laisser refroidir le moteur parce qu'il a tendance un peu à forcer. Mon objectif, alors ça c'est une petite info, mon objectif est d'atteindre les 6100 mètres d'altitude avec mon sidecar. C'est un challenge personnel que j'aimerais franchir et j'ai trouvé un chemin pour y monter. Maintenant, savoir si je vais réussir, je ne sais pas, mais ça fera l'objet d'une super vidéo. Ça, je vous le promets. Problème, on m'a posé la question, problème avec les douanes ou les polices locales. Alors, à ce jour, aucun problème avec les douanes et la police. Je tiens à préciser que je n'ai eu aucun problème de sécurité personnelle dans les 54 pays traversés, ni aucun sentiment d'insécurité. Ça vient parce que, voilà, les gens sont super cool. Hein. Franchement, je crois que je me poserais plus de questions de traverser Marseille et ses quartiers nord, et puis Paris, Seine-Saint-Denis, que de traverser le Honduras et le Salvador. Aucun problème. Les gens sont tous super sympas. Après, j'ai 3 règles. Éviter de rouler la nuit. Alors, c'est pas que j'ai peur de rouler la nuit, mais si vous avez un problème mécanique, c'est toujours plus compliqué pour trouver de l'aide. Ne pas rester dans les grandes villes. Alors, je les traverse, mais je ne reste pas. Parce que c'est là qu'on trouve la délinquance, hein, la criminalité, les vols, la pollution, les autos, enfin tout ce qui est négatif. Et ne pas aller dans les bars la nuit sans y être invité ou accompagné par un local. C'est pas que j'ai peur, mais j'ai pas envie de me battre avec des ivrognes qui chercheraient des noises aux petits Suisses. Comment sécuriser mon sidecar la nuit ? Alors, comme mentionné au début, je trouve tout le temps un lieu avec parking sécurisé. Et puis, comme je ne reste pas dans les grandes villes, je n'ai pas de souci avec la criminalité. Et je promets, en montagne, dans les villages ou les déserts, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de voleurs dans les villages de 100, 200 habitants. Et je pense que s'il le chope, il finit enterré et on n'en parle plus. Non, les gens sont super. Beaucoup de fausses idées. Alors, il peut avoir des problèmes, mais il faut arrêter de se traumatiser avec ça. Ça, le voyage m'a appris... bon, déjà, je suis quelqu'un de pas très soucieux. Je m'inquiète pas trop. Grosse confiance, mais voilà, pas de souci. Après, le sourire, la banane, le sourire, bonjour, la main, salutation de la main, et ça marche. Alors là, un gros sujet. Quelqu'un m'a demandé la liste des pannes. Donc, j'avais déjà fait ça dans une vidéo précédente avec Mag, mais là, ça s'est rallongé un petit peu. Ça va. Donc, pour mon modèle 2017, donc, j'ai un écu qui a pris l'eau, donc la carte mère, parce qu'il y a un trou comme ça, et puis elle était au niveau des cylindres. Tu pisses dessus, le truc explose.
Un serrage moteur. Donc, grosse question. Pour moi, c'est un défaut de pompe à huile qui était connu chez Ural, mais personne ne veut l'avouer. Deux câbles d'embrayage cassés au niveau du levier. Donc, juste au niveau du levier où on vient accrocher le câble, il a tendance à sectionner. Puis ça, c'est propre à Ural. Et je ne comprends pas pourquoi, depuis le temps, ils n'ont pas solutionné le problème. Un roulement de roue du panier que j'ai cassé aussi dans les pays de l'Est. Enfin, qui s'est cassé et puis que ça fait beaucoup de bruit. Des rayons de roue cassés aussi, dû à un défaut d'origine de jante de l'époque. On m'avait dit, ouais, tu conduis comme un cochon, etc. Et non. Quand je l'ai amené chez le concessionnaire m'a montré les débuts de fissures des jantes de ce modèle, 2017, et c'était connu chez Ural. Voilà. Pour mon modèle 2022. Alors, je reproche qu'une chose à Ural, enfin reproche, non, il n'y a eu qu'une casse due à Ural, contrairement à ce que tout le monde croit, en me suivant, ouais, Ural c'est de la merde, non. Il y a eu un seul problème, c'est quand la soie de mon vilebrequin a cassé. Ça, c'est un problème de moulage, de coulage de matière. Il y a dû avoir une bulle d'air ou une impureté qui s'est mise là, à cette hauteur-là, et puis en forçant, bah, ça a pété. Ça peut arriver, mais aucun souci, hein. Ural a tout pris en charge, étant donné qu'il y a 2 ans de garantie, et j'étais dans la garantie, et que grâce à Ural et au concessionnaire Crossroad au Canada, tout a été solutionné en 2 jours. 2 jours. Génial. Presque aussi rapide qu'une roue crevée, quoi. Alors, par contre, je reproche à ce qui est inhérent à la préparation, alors que ce soit à la préparation ou à la finition de la moto. Ça, je peux pas, hein. J'y étais pas, je peux pas savoir. Donc, j'ai eu des problèmes électriques qui m'ont couru longtemps au Canada. Et ces problèmes électriques, ben, ça m'a fait péter des fusibles. Comme c'est des pannes intermittentes, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est très dur à trouver. Finalement, donc c'était 2 fils électriques qui ont été sectionnés et colmatés avant que je prenne le véhicule en main propre, donc avant même que je prenne ce véhicule. Pourquoi? Parce que quand on a découvert les pannes, eh ben, 2 fils qui n'ont rien à voir, hein, à 2 endroits différents, étaient réparés et scotchés. Donc cette réparation n'a pas tenu, et je pense qu'avec le temps, les vibrations, eh ben, des fois ça se touchait, des fois ça se touchait pas, et puis c'est ce qui a créé mes pannes électriques, qui m'a traîné pendant longtemps. Voilà, donc j'accuse personne, mais c'était pas à partir de moi, parce que moi j'ai jamais sectionné de fil, j'ai jamais réparé de fil, donc ça venait d'avant. Qu'est-ce qu'il y a avec le temps? Ben, on cédé, et voilà. Donc avec le temps, ces réparations dont je n'avais pas connaissance ont cédé, ce qui a eu l'effet de me faire péter des fusibles et d'avoir des coupures moteurs et des défauts sur la bobine d'allumage gauche. J'ai eu le filetage des 2 attaches du nez de cochon. Donc mon pare-brise, il est attaché au phare par deux boulons. Et ben, le filetage dans le phare où vont aller ces 2 boulons, la tôle est beaucoup trop fine, le filetage est beaucoup trop fin, donc c'est clair que moi j'ai souvent monté, démonté, et ben le filetage a pété au bout d'un moment. Donc j'ai solutionné ça en soudant 2 boulons à l'intérieur, et comme ça, plus problème de filetage, les boulons ils sont épais, c'est du solide, c'est de l'acier, c'est pas du fer blanc, quoi. Le problème des vibrations sur le garde-boue de la roue arrière, de la roue du panier. Alors, les problèmes de vibration sur le garde-boue de la roue du panier. Donc, à cause de ces vibrations, que ça n'a pas été amorti via des cylindres blocs. Donc, cylindres blocs, c'est des pièces en caoutchouc qui, quand ça vibre, et ben, au lieu de taper sur la vis et l'écrou, ça tape, ça est amorti par un caoutchouc. Donc à cause de ça, ben, il a tendance à se briser en 2 sur sa partie la plus haute et extérieure. Il a tendance à se briser. Donc je l'ai soudé, je ne sais plus 2 ou 3 fois. Mais là où j'ai décidé d'arrêter de réparer ça, c'est que quand j'ai tapé un tuk-tuk, donc j'ai tapé un tuk-tuk par l'arrière, directement sur le garde-boue. Donc là, ça a fait péter les dernières soudures. Ça a cassé les plastiques du clignotant avant et puis le plastique blanc de la veilleuse. Donc j'ai décidé de le changer entièrement. J'ai dû changer le joint du pont
qui s'était cassé. J'ai eu 11 rayons de la même roue défectueux, dont 5 cassés. J'ai renforcé par une barre le fond du coffre qui a tendance à s'affaisser, donc pas à l'intérieur du coffre, mais dessous, à l'extérieur. Donc on a mis une barre pour renforcer ça parce que le cul a tendance à s'affaisser. Ça, c'est un problème connu chez Ural, hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas remédié à ça. J'ai eu 2 crevaisons en 100 000 km, 2 ou 3. J'en ai eu une, mais ce n'était pas dû à mon pneu directement. C'est parce que j'avais pris un pneu de route d'occasion en Turquie. Je n'avais pas trouvé de pneu Edeno. Et il s'est vite usé. Et puis, arrivé au métal du pneu, ça s'est effiloché et le métal a crevé la chambre à air. J'ai perdu une vis sur les deux du système d'attache de l'anti-guidonnage. J'ai eu un problème avec le piston de la mâchoire du frein arrière qui s'est bloqué. Une batterie raide endommagée parce qu'il n'y avait plus d'autre batterie. Un câble antiparasite gauche défectueux. Et puis aussi un obus de valve qui a été défectueux. Donc je perdais de l'air. Problème de fixation des fils électriques dans le feu arrière de la moto. Donc le feu arrière, là, le rouge, dedans il y a tout un micmac de fils. Mais on dirait de la préhistoire. C'est des tout petites vis tenues dans des petits fils, petites cosses, moins de vibrations, ça sort. J'ai même le support qui a fondu à cause d'une ampoule. Non, mais là c'est pas sérieux. Donc j'ai eu ces problèmes. Alors finalement, j'ai enlevé tout le système du frein à main aussi, qui ne sert à rien et qui me gênait pour retirer la roue arrière de la moto. Alors le frein à main, c'est bien quand tu as tout bien réglé, etc. Mais après 2-3 utilisations, il se desserre, il faut le resserrer. Et puis si tu l'oublies, ça abîme la plaque. Le moteur est tellement puissant que tu avances quand même, quoi. Donc j'ai tout retiré. Comme ça, j'enlève ma roue arrière beaucoup plus rapidement. Les pneus. Je roule sur des Edeno 437, donc c'est des pneus allemands. Pour moi, c'est le meilleur pneu pour le genre de route que je pratique. L'arrière dure minimum 7000 km et les deux autres, donc l'avant et le panier, environ 20-25 000 km. J'ai testé le K28 Edeno qui a un profil un peu plus route, parce que le 437, il y a des crampons. Le K28 Edeno, avec ma conduite et les terrains que je pratique, il tient que 5000 km et a tendance à glisser dans les virages. Donc moi je trouve ça marrant, mais bon, on ne fait pas beaucoup de kilomètres. J'ai testé le Mitas aussi, qui est un pneu tchèque. Alors, il est très mou, il fait du bruit à partir de 70 km. Vous savez, un peu comme les quads avec leurs pneus, là, ça fait... Et il donne l'impression vraiment d'être monté sur des chamallows, quoi. Ça fait comme... je n'ai pas encore pu tester sa longévité, donc sur le Mitas, car suite à la casse des rayons, j'ai mis la roue complète à la place de la roue de secours. Donc je vous tiendrai informé quand j'aurai fini de le tester. Mes prochaines destinations. Alors ça intéresse tout le monde, c'est dingue. Alors on me dit autre continent, à quand le continent africain, Madagascar. Eh bien ça, vous le verrez. Moi, je ne sais même pas où je serai dans 3 jours. Donc j'ai une petite idée, mais je ne m'avance pas. Vous verrez, ce sera le suspense. De toute façon, je pars pour faire un tour du monde. Donc théoriquement, je vais faire tous les continents. Et si possible, tous les pays, du moment qu'ils sont accessibles. Alors il y a beaucoup de pays qui sont des îles, qui sont au milieu de l'océan. C'est clair, je ne peux pas aller là-bas pour rouler 10 km, parce que ça coûte très cher. Pour amener le sidecar. Mais d'ici là, il y en a d'autres, on verra. Peut-être dans 20 ans, quand je serai multimillionnaire avec YouTube. Alors, expliquer les couleurs du Rio Negro et de l'Amazone. Alors ça, bon, je vais y répondre, je suis sympa, mais il y a beaucoup de questions où, je vous en prie, Google, vous tapez ça dans Google, il vous explique mieux. Mais je vais quand même vous répondre parce que je l'ai longuement filmé, je l'ai vu. Donc l'Amazone, il ressort, il est un peu blanc, jaune, marron, à cause du limon. Donc le limon, c'est des particules de terre et de débris organiques.
Donc il est de cette couleur. Et quand il croise le Rio Negro, donc il porte son nom, Rio Noir, donc l'eau du Rio Negro est teintée noire à cause des acides humiques. Alors c'est quoi un acide humique? C'est une décomposition de la matière végétale. Alors il faut savoir que l'Amazone, donc il vient de la montagne. Donc on peut comprendre qu'il draine beaucoup de terre, tandis que le Rio Negro ou les affluents de l'Amazone, généralement, en tout cas au niveau de la forêt amazonienne, eh ben, c'est la décomposition des arbres. Et c'est pour ça qu'elle a tendance à être noire. Et que le contraste est flagrant quand on est au-dessus, quoi. Alors, on me pose la question, écrire un livre prochainement? Alors oui, j'ai décidé de l'écrire, mais je pense que ça va me prendre du temps. Idéalement, j'imagine que je vais m'arrêter sur une plage, louer une cabane et puis écrire pendant 1 ou 2 mois à cet emplacement. Ça, ce serait l'idéal. Mais là, pendant 1 ou 2 mois, vous n'aurez plus de nouvelles. À vous de voir. Vous préférez le livre ou vous préférez que je continue pendant 2 mois? On me parle de conférences, de reportages. Alors bon, je suis un petit rigolo, hein. Je m'appelle pas Mike Horn encore, hein. Les conférences, ouais, bon, ça se prépare, hein. Il faut du texte, il faut de l'image. Maintenant, voilà, ou en France, dans des pays francophones. Alors, je veux bien parler en espagnol ou en anglais, mais voilà, je peux pas tenir une conférence ou alors avec des mots très simples. Donc le livre, c'est bon, c'est en cours. J'ai déjà écrit le titre. Est-ce que tu peux prendre des photos des autochtones à moto? Alors, la personne qui m'a posé cette question, regarde mes posts, regarde mes photos. J'en prends énormément. À Cuba, j'en ai pris énormément. Voilà, non. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est les 3 pattes, ou alors les motos qui sortent de l'ordinaire. Mais sinon, ouais. Faut regarder mes posts. Ai-je déjà goûté la feuille de coca? Non, pas encore. J'aimerais bien, mais j'ai pas eu l'occasion. On me pose des questions sur le mal des montagnes. Alors, ça je connais un petit peu parce que je m'étais bien renseigné lors de mon Dakar 2009 qui faisait l'Argentine, Buenos Aires. On a traversé les Andes jusqu'à 4800 mètres d'altitude pour aller jusqu'au Chili, puis on est revenu. Donc le mal de montagne, vous l'avez de naissance ou vous ne l'avez pas. Hein, on ne peut pas s'entraîner, il n'y a rien à faire. Les seuls conseils, c'est de monter doucement par palier, 2000 mètres. Et puis si ça va mal, il faut redescendre, s'acclimater et remonter. Sinon, vous pouvez vous aider aussi avec de l'oxygène. En ce qui me concerne, jusqu'à présent, je suis monté au plus haut de mémoire jusqu'à 4400 mètres, aucun problème. Alors, quand j'ai utilisé l'appel, c'est quoi? Ouais, j'étais à 4000, hein, voire légèrement plus. Quand j'ai utilisé l'appel pour recréer le chemin qui avait été détruit par une rivière, ouais, tu souffles un peu. Tu souffles un peu. Mais c'est pas comme si j'étais tout en haut de l'Everest. Bon, c'est pas moi qui souffre, hein, c'est le sidecar. Hein. Moi, je suis toujours assis sur le sidecar. Donc, le jour où je vais devoir courir à 100 mètres, je pense que je vais devoir m'essouffler. Oui, quand j'ai marché, vous allez le voir, au Pérou, j'ai marché un petit moment en altitude pour aller voir des tombeaux à flanc de falaise. Des caveaux, ouais. Ah ouais, sans l'entraînement, c'est comme tout. Hein. Donc ça fait 2 ans et 2 mois que je fais strictement plus rien. Donc, on me parle aussi gestion des coups de mou loin de la famille. Alors bon, le gros avantage, c'est qu'on a des téléphones, donc on reste en contact. Et on me pose la question, qui vient me voir et où? Eh ben, mes filles viennent me voir. La grande est déjà venue, et puis c'est prévu encore, elles vont me rejoindre. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Matériel, ah oui, alors, matériel, drone, sa gestion et ses règlements.
Alors moi personnellement, je suis enchanté ravi de mon drone Mavic 3. Il est super facile d'utilisation. Franchement, un gamin de 10 ans, il pourrait l'utiliser. Super batterie longue durée, hein. J'en ai 3 de batterie. Et puis chaque batterie dure 30 minutes, en tout cas sûr. Ils annoncent 40, mais sûr 30 minutes. Il vole sans problème, par gros vent, et surtout par moins 40. Ça, c'est un gros avantage, parce que mes GoPro à moins 20, moins 25 en roulant, donc il faut rajouter plus ou moins, descendre encore de 10-15 degrés, donc s'arrêter au bout de quelques secondes. Donc, pour les règlements, il faut s'adapter aux règlements et lois des pays traversés, donc à vous de vous renseigner, hein. J'avais passé un examen online pour les États-Unis, parce qu'il ne faut pas déconner avec eux. Pour les autres, je ne me suis pas vraiment renseigné, mais bon, ça, à vous de vous renseigner. Moi, je ne m'étais pas vraiment renseigné parce que je respecte. Il y a des principes très simples, hein, au niveau du drone. Donc, j'ai passé le test en France. Donc, les règlements sont plus ou moins pareils dans le monde entier, hein. Après, il faut voler intelligemment, hein. Ne pas survoler une foule. Ça, ouais. Ne pas voler à moins de 5 km d'un aéroport, ça me paraît logique aussi. Ne pas filmer où les services d'urgence travaillent, style des pompiers ou un accident de la circulation ou un feu. Ne pas déranger la faune, donc ne pas aller à 2 cm d'animaux sauvages. Alors moi j'ai un gros avantage sur mon drone, j'ai un zoom optique x28. Donc je peux être à 200 mètres et puis je zoome comme si j'étais à côté. Alors ça c'est super pour filmer les animaux sans les embêter. Avant-dernière question, moi, est-ce que j'ai le mal du pays? Alors oui et non. Moi j'avais fait une très grosse préparation mentale avant de partir, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, la famille manque, les amis, mais là aussi, j'ai des contacts réguliers. Ce qui me manque le plus, c'est le fromage. Le fromage français, la fondue suisse, alors ça me manque énormément. Le vin rouge, parce que là, tout ce qui était Amérique centrale, Amérique du Sud, pour l'instant, hein, j'ai pas fait encore le Chili ni l'Argentine. Alors leur vin rouge, quand ils en ont, il est sucré. Alors ça, c'est pas pareil, hein. Ouais, ça manque. Et la baguette, le pain de campagne. Ici, ils ont tout en pain mou, quoi, style pain de mie. Dernière question, donc j'ai pas pu la classer dans les autres. Comment gère-t-on la tôle ondulée? Alors, s'il n'y a que la tôle ondulée, si vous êtes à faible vitesse, en dessous de 60-50 km/h, vous allez franchement absorber tous les chocs, puis vous allez faire comme ça. La technique, c'est qu'il faut rouler à 60, minimum. Ça, c'est ma technique. Les suspensions vont travailler, mais vous n'allez pas subir. Donc 60. Après, le problème, c'est que la plupart des routes que j'ai prises, il y avait de la tôle ondulée, mais il y a aussi des huecos, des trous comme ça, des nids de pigeons, quoi. Donc là, il faut faire super gaffe. Alors, on m'a posé aussi une question, à quand un live? Alors le problème du live, c'est le fuseau horaire, quoi. C'est clair que si je fais tard le soir, heure locale Amérique, ça va être un gros décalage pour vous. On a 6 heures, hein. Donc quand c'est midi ici, en Amérique, c'est 18 heures à Paris. Le live, et quand ça marche, et puis il faut de la bonne Wi-Fi, il faut un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Je veux bien essayer, mais voilà, donc j'ai trouvé plus simple de procéder comme ça. Voilà, merci encore 1000 fois pour vos questions. N'oubliez pas de mettre un pouce, de transférer à des amis, hein, mes vidéos, ça me fait super plaisir. Vous êtes plus de 7000, je crois 7400 sur ma page Facebook. Merci beaucoup de votre suivi. Par contre, ce que je ne comprends pas, vous n'êtes pas tous sur ma chaîne YouTube. J'ai plus de 4000 de mémoire, 4100, hein, je ne me trompe pas, 4100 sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez oublié, allez
tapez sur le bouton pour vous inscrire, pour suivre. Comme ça, vous êtes au courant quand les notifications, vous recevez une notification quand une vidéo sort. Parce que là, j'y pense pour l'instant sur Facebook, quand une vidéo sort, je vous l'annonce, mais je pense que suivant certains jours, je vais oublier, et puis ceux qui attendent que là-dessus, vous allez le louper. Donc, je peux que vous conseiller de regarder mes vidéos, hein. Ça va m'aider à financer mon voyage. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de budget, de financement, donc j'ai répondu, hein. Moi j'ai tout vendu, maintenant je sais qu'à peu près je vais pouvoir tourner 10 ans. Par contre, ce qui coûte le plus cher, c'est changer de continent. De faire envoyer le sidecar. C'est ça qui me coûte plus cher. C'est mon plus gros poste. Après, ce sont les pneus. Les pneus coûtent assez cher. Alors normalement en Europe, mon pneu, je les trouve à 120 euros, si je ne me trompe pas. Tandis que le peu que j'en ai trouvé sur le continent, en tout cas dans le nord, États-Unis, Mexique, j'en ai trouvé en Colombie. C'était pas mes K37, les K20 20 et quelques là. Je les ai trouvés à quoi? 200 dollars, ça fait à peu près 200 francs suisses. Donc c'est des postes qui coûtent cher. Puis après les casses. Bon, alors, quand c'est des casses comme le Vilebrequin, ça a été pris par la garantie, ça c'est super. Mais quand je dois changer de cardan pour le deux roues motrices, là tu pleures aussi. Alors voilà. Allez, je vous laisse. Merci pour votre soutien. Continuez à regarder. Ça me motive énormément de faire ces vidéos. J'en ai bavé. J'en ai beaucoup bavé avec cette perte de fichiers. Mais voilà, on y est arrivé. J'ai réussi à sauver des images parce que là, ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir voir ce... J'ai fait quoi? J'ai fait presque 3 semaines sur le fleuve Amazon et le Rio Napo. C'était magnifique. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao. Merci les petits loups, les pouces. Voilà, faites des pouces, mettez les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et puis, magnifique. À la prochaine.